Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition ce soir à la une de l'actualité de ce samedi. Contre l'Iran, les installations stratégiques ont été visées cette nuit. Téhéran promet une riposte. Le Moyen-Orient, au bord de l'embrasement, les grandes puissances appellent à la retenue tandis que l'ONU convoque une réunion d'urgence. Les États-Unis et Israël ont donc lancé une offensive militaire majeure contre l'Iran. Des frappes aériennes et navales déclenchées cette nuit ont visé des sites stratégiques à Téhéran et dans plusieurs provinces iraniennes. Le président américain Donald Trump a adressé un message direct promettant que des bombes vont tomber partout et appelle le peuple iranien à renverser son gouvernement une fois l'opération terminée. Nouveau tournant dans l'affaire du petit Émile, une campagne de prélèvement d'ADN est lancée dans le village du Haut-Vernay pour tenter d'élucider la mort du garçonnet disparu depuis près de 3 ans. Des traces ADN inconnues retrouvées sur ses vêtements relancent l'enquête et plusieurs dizaines de personnes présentes sur les lieux sont appelées à se faire prélever. Retour détaillé sur ce dossier dans ce journal. Politique pour vous dire que Rachida Dati appelle au vote utile dès le premier tour des élections municipales. La candidate des Républicains exhorte les électeurs de droite à se concentrer sur leur vote et leur voix pour tenter de déloger la gauche du Capitole. Les sondages, eux, montrent une élection serrée avec Emmanuel Grégoire en tête au premier tour, mais une possibilité de victoire pour Rachida Dati au second tour en cas de duel. Détails et analyses dans cette édition. Et puis une jeune femme disparaît un soir d'octobre 1972 dans une petite ville paisible du sud de la France. Aucun témoin, aucun cri, aucune trace. Pendant des années, la rumeur enfle. Le notable local serait impliqué, mais l'affaire serait classée sans suite avant de connaître un rebondissement inattendu 20 ans plus tard. Que s'est-il réellement passé à Saint-Roch? L'enquête du Grand News, ce sera à la fin de ce journal. Les frappes ont donc eu lieu cette nuit, donc au cœur de l'Iran. Selon Washington et Tel Aviv, elles visaient des sites militaires et des infrastructures liées au programme stratégique iranien. L'Iran, lui, dénonce une agression brutale et parle d'un acte de guerre. Cette opération marque un tournant majeur dans des tensions déjà explosives entre Téhéran, Israël et les États-Unis. Alors que la communauté internationale appelle à l'apaisement, la région semble plus instable que jamais. Que s'est-il réellement passé cette nuit? Quelles sont et quelles peuvent être les conséquences? Élément de réponse avec Bernard Fleury. Il est 2h17 du matin lorsque les premières explosions sont entendues à proximité de plusieurs sites stratégiques en Iran. Selon les autorités américaines et israéliennes, l'opération visait des installations considérées comme sensibles pour la sécurité régionale. Des frappes aériennes précises, coordonnées, menées en quelques minutes seulement. À Washington, le gouvernement affirme avoir agi pour prévenir une menace imminente. À Tel Aviv, les autorités évoquent une action nécessaire pour garantir la sécurité nationale. Mais à Téhéran, le ton est tout autre. Le pouvoir iranien dénonce une violation flagrante du droit international et promet une réponse ferme et proportionnée. Dans les rues de la capitale iranienne, des rassemblements ont eu lieu dès l'aube. Des slogans hostiles aux États-Unis et à Israël, une tension palpable. Sur le plan diplomatique, l'inquiétude est immédiate. Le Conseil de sécurité de l'ONU est convoqué en urgence. La Russie et la Chine condamnent les frappes. L'Union européenne appelle à la désescalade. Car le risque est majeur, un embrasement régional. Le Hezbollah au Liban, des milices alliées en Irak et en Syrie, ou encore des tensions dans le détroit d'Ormuz pourraient transformer cette opération militaire en conflit ouvert. Les marchés financiers réagissent aussitôt. Le prix du pétrole grimpe brutalement, les bourses mondiales chutent à l'ouverture. Sur le plan sécuritaire, plusieurs pays renforcent la surveillance de leurs sites sensibles. Les ambassades occidentales au Moyen-Orient placées en alerte maximale. Pour les experts, cette attaque pourrait marquer un tournant stratégique majeur. Soit elle reste une démonstration de force ponctuelle. Soit elle ouvre un cycle de représailles successives aux conséquences imprévisibles. Une chose est certaine. Le fragile équilibre régional vacille. Et ce soir, c'est l'ensemble de la communauté internationale qui observe, inquiète, l'évolution de cette crise.
Dans le village du Haut-Vernay au cœur des Alpes de Haute-Provence, l'enquête sur la mort du petit Émile, disparu en juillet 2023, prend une nouvelle tournure après près de 3 ans d'investigation marquée par de nombreux rebondissements et de lourdes attentes. Les magistrats ont donc décidé de lancer une grande campagne de prélèvement ADN. Des douzaines de personnes, que ce soit des habitants du village, des vacanciers ou des promeneurs présents autour du Haut-Vernay le jour de la disparition du petit garçon, sont invités à fournir des échantillons salivaires pour tenter de faire correspondre certaines traces d'ADN inconnues. Alors, retrouvées sur les effets du garçonnet, la famille, malgré la douleur, affirme qu'elle attend toute avancée de l'enquête pour enfin accéder à la vérité. Plongeons-nous donc dans les enjeux de cette étape cruciale de l'enquête. Dans le petit hameau du Haut-Vernay, l'affaire du petit Émile reste l'un des faits divers qui empêchent encore le village d'oublier. Point. Le garçonnet de 2 ans et demi avait disparu le 8 juillet 2023, alors qu'il séjournait chez ses grands-parents. Malgré des recherches intenses et débattues dans la montagne, aucun signe de lui n'avait été trouvé jusqu'à ce qu'une promeneuse découvre, 9 mois plus tard, certains de ses restes et des vêtements dispersés dans les bois. Point. Depuis, les gendarmes et les magistrats ont multiplié les pistes. Les foyers autour de la famille ont été explorés et des alibis vérifiés. En décembre dernier, une perquisition a eu lieu chez les grands-parents sans conduire à des charges suffisantes, et la piste familiale n'a pas été définitivement écartée. Point. Mais cette semaine, l'enquête a pris une nouvelle dimension. Des traces d'ADN inconnues ont été identifiées sur une partie des vêtements du petit garçon, notamment sur son t-shirt et ses chaussures. Confrontés à ces éléments, les juges instructeurs ont décidé de lancer une campagne de prélèvement d'ADN dans le village. Point. Des dizaines de personnes présentes dans les environs le jour de la disparition, des Vernetois mais aussi des promeneurs ou touristes, sont contactés par la gendarmerie pour fournir un échantillon salivaire qui pourra être comparé à ces traces. Point. La procédure n'est pas obligatoire, mais beaucoup estiment que refuser un prélèvement pourrait susciter des soupçons, même si la justice rappelle que chacun reste libre de son choix. Point. Pour la famille d'Émile, cette nouvelle étape représente une lueur d'espoir dans une enquête qui a accumulé les rebondissements sans jamais vraiment répondre aux questions. Mais elle est aussi lourde d'interrogations. Combien de temps encore avant d'aboutir à la vérité? Et cette méthode ADN permettra-t-elle enfin de faire la lumière sur ce drame qui a bouleversé une communauté? Point. Le Grand News continuera de suivre cette enquête de près pour vous. À moins de 3 semaines du premier tour des élections municipales à Paris, la campagne prend une tournure décisive. Rachida Dati, candidate pour les Républicains à la mairie de Paris, multiplie les appels pour un vote utile dès le premier tour, ciblant principalement les électeurs de droite et du centre droit. Selon elle, face à une gauche encore bien implantée dans la capitale, il ne faut pas disperser les voix derrière plusieurs listes électorales, mais à se rassembler dès le 15 mars pour maximiser les chances de battre la gauche dès le premier scrutin. Cette stratégie au cœur des débats électoraux pourrait être déterminante dans une élection très serrée. Analyse des enjeux et réactions dans le reportage qui va suivre. À un peu moins de 3 semaines du premier tour des élections municipales à Paris, la campagne électorale s'intensifie. La capitale se prépare à voter les 15 et 22 mars prochains, dans un scrutin très attendu qui pourrait marquer un tournant politique local. Rachida Dati, ancienne ministre et candidate pour les Républicains, a lancé ces derniers jours un message fort. « Je suis la seule à pouvoir battre la gauche » et elle appelle au vote utile dès le premier tour. Dans un entretien exclusif accordé aux Parisiens, Dati insiste sur la nécessité pour les électeurs de droite et du centre droit de ne pas disperser leurs voix derrière des listes concurrentes. Elle se pose en alternative claire à la gauche, menée notamment par Emmanuel Grégoire, et mise sur une mobilisation massive de son électorat pour réduire l'avance de ses adversaires dès le premier scrutin. Cette stratégie de vote utile n'est pas nouvelle. Déjà lors de ses meetings, la candidate martelait l'importance de rassembler, estimant que seulement une forte concentration des voix pourrait faire basculer Paris vers la droite. Les derniers sondages montrent une situation serrée. Au premier tour, l'écart entre Dati et Grégoire est faible, mais en cas de duel au second tour, Dati est donné légèrement en tête dans certains scénarios. Cette offensive rhétorique intervient dans un contexte politique où la gauche tente de maintenir son emprise sur la mairie de Paris après de longues années de gouvernance socialiste, tandis que la droite et le centre droit espèrent reprendre le Capitole après plus de 2 décennies. En appelant au vote utile dès le premier tour, Rachida Dati cherche à faire de cette élection une course stratégique, où chaque bulletin compte, surtout dans une ville aussi vaste et politiquement diverse que Paris.
Le Grand News continuera de suivre l'évolution de cette campagne et les réactions des autres candidats dans les prochains jours. Retour en arrière, nous sommes en 1972 à Saint-Roch, petite commune tranquille où tout le monde se connaît. Le 14 octobre, vers 22h30, Marie Delcourt, 24 ans, quitte le café central après avoir passé la soirée avec ses amis. Elle devait rentrer à pied chez ses parents, mais elle n'arrivera jamais au domicile. Les recherches durent des semaines, battues, interrogatoires, appels à témoins, mais aucun corps n'est retrouvé, aucun indice formel. L'affaire va alors devenir l'un des mystères les plus troublants des années 70. Voici le récit de cette édition qui hante encore toute la région. C'est l'enquête du Grand News, Bernard Fleury. Le 14 octobre 1972, la nuit tombe sur Saint-Roch. Marie Delcourt quitte le café central peu après 22h30. Elle emprunte la rue principale, puis un petit chemin bordé de platanes. C'est la dernière fois qu'on la voit vivante. Le lendemain matin, ses parents signalent sa disparition. Très vite, la gendarmerie organise des battues. Les habitants fouillent les bois, les champs, les fossés. Rien, aucune trace de lutte, aucun vêtement abandonné. Rapidement, les soupçons se tournent vers un homme influent de la région. Un entrepreneur respecté, aperçu ce soir-là dans les environs. Mais il possède un alibi solide. Plusieurs témoins affirment l'avoir vu ailleurs à l'heure de la disparition. L'enquête piétine. Les rumeurs, elles, prospèrent. Certains parlent d'un crime passionnel. D'autres évoquent un accident dissimulé. En 1975, le dossier est officiellement classé sans suite. Pendant près de 20 ans, l'affaire tombe dans l'oubli. Jusqu'en 1994. Lors de travaux dans une ancienne propriété abandonnée, des ouvriers découvrent des ossements humains enterrés à faible profondeur. Les analyses confirment l'identité. Il s'agit de Marie Delcourt. L'autopsie révèle des traces de coups violents à la tête. Un meurtre. Les enquêteurs rouvrent le dossier. Les anciennes auditions sont reprises. Les témoins confrontés à leurs contradictions. Et l'homme influent de l'époque refait surface. Mais les preuves ont disparu. Les témoins ont vieilli. Certains sont décédés. En 1997, faute d'éléments suffisants, la justice prononce un non-lieu. Officiellement, le meurtre de Marie Delcourt reste non élucidé. Officieusement, dans les rues de Saint-Roch, beaucoup pensent connaître la vérité. Une vérité jamais prouvée. Une vérité qui, plus de 50 ans après, continue de hanter les mémoires. Et avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations. Les États-Unis et Israël ont donc lancé une offensive militaire majeure contre l'Iran. Des frappes aériennes et navales déclenchées cette nuit ont visé des sites stratégiques à Téhéran et dans plusieurs provinces iraniennes. Le président américain Donald Trump a adressé un message direct promettant que des bombes vont tomber partout et appelle le peuple iranien à renverser son gouvernement. Une fois l'opération terminée, l'Iran a donc riposté avec des missiles vers des bases américaines et israéliennes dans la région et la situation menace de dégénérer en un conflit régional. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, c'est la météo et prochain rendez-vous avec l'information. Ce ne sera pas samedi prochain, mais vendredi prochain. Je vous souhaite une très belle soirée et merci de nous rester fidèles. Au revoir.